Il s'agit simplement des questions électorales, une espèce d'analyse de certaines dispositions du code électoral qui, par leur présence, favorisent des actes de fraude en période électorale. Ils m'ont demandé d'exposer là-dessus. Bon, j'ai relevé quelques-uns sur lesquels j'ai intervenu, mais ça n'est qu'une partie des éléments contenus dans le code électoral que j'ai développé. Mais en plus de ça, il y a les attitudes, les comportements anti-républicains de certains compatriotes qui pensent que être dans un bureau de vote, c'est nécessairement pour faire gagner son camp à travers des actes frauduleux. D'où la nécessité pour tout scrutateur, tout citoyen envoyé pour représenter un candidat ou un bord politique dans un bureau de vote, dans une commission électorale, d'assumer son rôle avec plus de non seulement de rigueur, mais de justice. Il y a des articles, par exemple l'article qui voudrait que, après le dépouillement, que les bulletins déclarés valides soient incinérés et que l'on conserve les bulletins annulés. À quoi sert-il de conserver les bulletins qui ont été annulés du fait d'une rature, de ne pas avoir été au nombre nécessaire dans l'enveloppe poubelle par exemple? À quoi ça servirait de les joindre au procès verbal des opérations électorales et d'aller incinérer les bulletins qui ont été comptés et jugés valables? C'est ce qui se pratique. Et ça nous a posé un problème en 2016, c'est que quand c'est fait comme ça, il est impossible de recompter les voix. Or, si on conserve les bulletins validés, il y a donc la possibilité en cas de contestation de recompter les voix. Et ça nous évite justement non seulement les querelles électorales, mais aussi les violences qui viennent avec. Mais là, il est question, je pense, que toute la classe politique puisse s'asseoir pour revisiter le code électoral parce qu'il y a tellement de choses. Je comprends qu'on puisse avoir toutes ces contradictions. Par exemple, les commissions électorales locales qui sont mises en place avant la déclaration des candidatures, alors que seuls ceux qui ont des candidats devraient avoir des représentants dans les commissions électorales. Parce que si je n'ai pas d'intérêt dans une élection et que je suis commissaire ou vice-président ou assesseur dans un bureau de vote, vous comprenez très bien que je peux sortir aller boire ma bière parce qu'en réalité, j'attends seulement le per diem. Il s'agissait d'analyser une constante du paysage électoral du Gabon qui se présente sur un schéma ternaire. Élections jugées frauduleuses, répression et réconciliation. Donc, depuis 1961, c'est exactement le même schéma qui se produit. Et j'ai montré d'une élection à une autre jusqu'en 2016 comment on arrive à parvenir à organiser des assises sur la base des compromissions qui n'arrangent que les élites politiques en compétition au mépris du peuple qui est demandeur de justice sociale et de changement. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a des élections, ils sont en train de l'expliquer comment le rouleau compresseur du système met en place et organise une fraude légitimement, parce que cette fraude devient légitime. À la suite de cette fraude, les populations, la société civile se lèvent toujours pour contester parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les résultats des urnes. Donc la société civile se lève toujours pour revendiquer la vérité des urnes. Ces soulèvements sont toujours contournés par les répressions policières et
des morts, il y en a toujours. Et après, le pouvoir s'organise pour organiser des assises pour apaiser le climat social. Or, ces assises, jusqu'aujourd'hui, nous prouvent que ce n'est que des assises organisées pour des compromissions qui visent à partager le gâteau national. Pour peu qu'on puisse contenter les membres de l'opposition, des élites et des contre-élites, les assises vont se soldent toujours par des solutions politiques, donc des compromissions entre les membres de l'opposition et les membres du système. Et c'est ce schéma justement qui est à l'origine et qui est la cause de la stagnation. Parce que si j'appelle stabilité, ce serait comme s'il y avait une stabilité que de la stagnation du paysage électoral gabonais. Il y a deux camps. Il y a l'élite politique qui cherche ses intérêts et il y a le peuple qui ne demande que la justice sociale. Or, l'élite politique, dans leur recherche d'intérêt, sont dans des compromissions. Et les compromissions ne peuvent jamais aboutir à un effet cathartique. Parce que l'effet cathartique, c'est lorsque on sera atteint, lorsque les élites politiques arrêteront. On ne demande pas d'être parfait, mais au moins de se battre pour les intérêts du peuple et non pas se battre parce qu'on cherche une place au soleil. Or, c'est vraiment à cela que se résument les élections présidentielles au Gabon entre les élites et les contre-élites en compétition parce que chacun cherche sa place au soleil pour le partage du gâteau national. Et le perdant, c'est le peuple qui est demandeur de justice, qui est demandeur d'amélioration du cadre de vie, d'amélioration des conditions de vie. Et ce peuple se retrouve toujours perdant. J'ai exposé sur les élections au Gabon depuis 1945. Pourquoi 1945? Parce que c'est en 1945 que les indigènes ont eu le droit de vote, même s'il était restreint en 1945, parce que seuls ceux qui avaient le certificat d'études avaient le droit de voter. À partir de 1947, on a progressivement ouvert aux gens qui avaient le permis de conduire, le permis de chasse, qui étaient des notables, qui étaient des chefs coutumiers. Et en 1956, avec la loi cadre, on est arrivé au suffrage universel. Donc, j'ai déroulé ces 3 temps forts jusqu'en 1967. Faute de temps, on n'est pas allé plus loin, mais il y a eu un autre exposé qui a comblé. J'ai constaté simplement que depuis 1990, l'opposition, malgré les tentatives de regroupement, d'abord au sein du FIAPO, au sein de la CODE, au sein de l'UACR, l'opposition se regroupe avant les élections, mais au moment des élections, elle se disloque. Sauf en 2016, où il y a eu un regroupement réel de l'opposition, et les résultats ont été au niveau de ce que l'on pensait. L'opposition a gagné en 2016. Donc, le plus important pour changer un système qui a plus de 50 ans de vie, il faut que l'opposition aille en ordre serré. Mais l'opposition doit travailler avec les autres forces, la société civile en particulier. Parce que beaucoup de gens pensent que la politique est réservée aux hommes politiques. Mais qui votent? Ce n'est pas les hommes politiques qui votent. Ce sont les chasseurs, ce sont les pêcheurs, ce sont les dames qui vendent au marché, ce sont les gars qui cirent les chaussures. C'est eux qui votent. Ce n'est pas que les hommes politiques. Donc, il faudrait s'ouvrir à tout le monde si on veut renverser la situation actuelle.